Nous avons besoin de regards neufs pour notre prochaine collection, expliqua-t-elle lors de mon licenciement. Quelqu'un qui comprend les tendances actuelles du marché. Je m'appelle Martin Grégoire, j'ai 42 ans et j'étais designer principal chez Monlynx Équipements Outdoor à Grenoble depuis 7 ans, du moins jusqu'au matin de ce jeudi-là, quand Élise m'a convoqué dans son bureau. Claire, la responsable des ressources humaines, y était déjà assise. Je sentais que ce moment allait arriver depuis qu'Élise était devenue directrice artistique, apportant au style robuste de notre marque d'équipement de montagne une esthétique brillante inspirée des magazines de mode. Tout ce que je concevais, pratique, solide, pensé pour la vraie montagne, était soudain jugé pas assez avant-gardiste. Votre travail manque de l'innovation dont nous aurons besoin à l'avenir, poursuivit Élise, en poussant vers moi les papiers de licenciement avec des ongles parfaitement manucurés. Des ongles qui, manifestement, n'avaient jamais serré une corde d'escalade. J'ai hoché la tête, gardant mon calme. En 7 ans, j'avais bâti la réputation de cette entreprise auprès des passionnés d'aventure. La gamme de sacs traceurs? C'était moi. Le système modulaire de veste, récompensé par 2 prix internationaux de design? Moi aussi. Mais plus rien de tout cela ne comptait. Je l'ai remercié pour son retour, rassemblé mes carnets de croquis, éteint ma tablette, et je suis parti. Élise ignorait que je travaillais en secret sur mon propre portfolio pendant mon temps libre. Des concepts que Monlynx avait refusés, jugés trop expérimentaux ou mal ciblés. Des idées en lesquelles je croyais encore profondément. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un message de Bastien, du service développement produit. Ils viennent de faire la plus grosse erreur de l'histoire de l'entreprise. J'ai appris le design dans l'atelier de mon grand-père, à Chambéry. Il fabriquait des canoës sur mesure et m'a transmis l'essentiel. La forme doit toujours découler de la fonction. Pas d'ornements inutiles, pas d'espace vide, seulement une intention, traduite en matière. C'est avec cette philosophie que je suis entré en école de design et que j'ai bâti ma carrière. Quand je suis arrivé chez Monlynx, la boîte était au bord du gouffre. D'excellents produits, mais un design désastreux. J'ai entièrement repensé leur identité visuelle. Le directeur général de l'époque, Jacques, comprenait ce que je faisais. « Fais en sorte que ça fonctionne d'abord, ensuite tu pourras rendre ça joli », disait-il. « Les vrais utilisateurs de notre matériel le remarqueront. » Il avait raison. En 3 ans, les ventes avaient doublé. Les passionnés d'outdoor faisaient confiance à la marque, car les produits répondaient à de vrais besoins. Les sacs traceurs répartissaient le poids de façon si efficace que les guides de montagne les réclamaient pour les longues expéditions. Les vestes à régulation thermique s'adaptaient aux changements de température sans gagner en volume. Une innovation primée, conçue pour répondre à de véritables contraintes de terrain. Puis Jacques est parti à la retraite. La nouvelle directrice générale, Viviane, a recruté Élise, issue du monde de la mode, pour rehausser l'image de la marque. Soudain, les réunions tournaient autour du style plutôt que de la performance. Mes projets ont commencé à être remis en question, puis rejetés. Les nouveaux venus, principalement des diplômés avec de jolis portfolios numériques, mais zéro expérience concrète, se sont vus confier les projets majeurs. Il y a 3 mois, j'ai présenté des concepts pour une nouvelle gamme d'équipements imperméables. Élise les a qualifiés de « non inspirants ». Une semaine plus tard, je l'ai vu présenter des idées quasi identiques à la direction, signées par Julien, son nouveau protégé, fraîchement arrivé d'une marque de luxe. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas, un vieil ami qui avait rejoint Aigleroche, le plus grand concurrent de Monlynx, comme expert matériaux. « Et ton contrat, il te lie encore ?» m'a-t-il demandé après que je lui ai tout raconté. « Aucune clause de non-concurrence », ai-je répondu. Jacques trouvait ça contraire à l'éthique. Thomas est resté silencieux. Intéressant, très intéressant. L'indemnité de départ était généreuse. 3 mois de salaire et une prolongation de ma couverture santé. Un geste d'adieu pour 7 années de travail.
J'ai signé les papiers sans protester et je suis rentré chez moi, dans le silence. Ce jour-là, mon appartement me parut différent. Plus petit, mais paradoxalement plus vaste. Je me suis installé à ma table à dessin et j'ai étalé les croquis qu'Élise avait rejetés au cours de l'année passée. 12 collections en tout, chacune minutieusement pensée, chacune répondant à des besoins précis des amoureux de la nature. La pluie tambourinait à la fenêtre pendant que je les parcourais. Je continuais à concevoir comme si je travaillais encore pour l'ancien Mont Lynx, celui qui valorisait la fonctionnalité et la fiabilité. Mais cette entreprise n'existait plus. Désormais, il ne s'agissait que de courir après les tendances au lieu de répondre aux vraies attentes. À 19h, le téléphone a sonné. Mélanie Hargreaves, directrice artistique chez Aigle Roche, dit-elle d'un ton direct. Thomas m'a dit que tu es disponible. Il dit que tu étais le vrai moteur derrière les meilleurs succès de Mont Lynx. Je ne dis rien. J'attendais. Tu as quelque chose à me montrer ? reprit-elle. On prépare la collection d'automne. Une idée nouvelle serait la bienvenue. J'ai regardé les concepts rejetés. Peut-être bien. Envoie-les ce soir. S'ils sont bons, on discute. Après l'appel, j'ai passé 3 heures à retravailler 6 designs, sans en changer le fond, uniquement en peaufinant leur présentation. À minuit, je les ai envoyés à Mélanie, accompagnés de simples annotations expliquant leur utilité. Puis je me suis couché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai bien dormi. Le lendemain matin, un message de Mélanie m'a réveillé. Mon bureau, 10 heures. Apporte tes conditions de contrat. J'ai pris une douche, enfilé une veste de terrain et des chaussures de randonnée plutôt qu'un costume, et je suis parti vers le siège d'Aigle Roche, à l'autre bout de la ville. La réceptionniste m'a conduit directement jusqu'au bureau de Mélanie. Son espace de travail était encombré d'échantillons de matériaux et de prototypes, rien à voir avec le minimalisme clinique du bureau d'Élise. Mélanie a désigné un tableau où étaient accrochées les impressions de mes 6 projets. Ces solutions, c'est exactement ce qu'on n'arrivait pas à débloquer depuis 2 saisons, dit-elle simplement. Surtout celui-là. Elle tapa du doigt le cœur de la collection. Un système modulaire résistant aux intempéries, adaptable sans restreindre les mouvements. « Quand peux-tu commencer » demanda-t-elle. « Je suis prêt tout de suite. » Elle acquiesça. « Parfait. Parce qu'on va devoir avancer vite. Très vite. » Pour la première fois depuis l'arrivée d'Élise chez Mont Lynx, j'ai souri. Une semaine après le début de mon travail chez Aigle Roche, j'ai reçu un appel de Pierre, responsable de production chez Mont Lynx. Nous avions travaillé ensemble pendant des années, trouvant l'équilibre entre design innovant et faisabilité technique. « Martin, c'est officieux, » dit-il à voix basse, « mais tout part en vrille. Les designs de Julien sont superbes, en rendu 3D, mais un cauchemar à produire. Les matériaux ne se plient pas comme il l'imagine. Les prototypes de sacs à dos sont 2 kilos trop lourds. »« Ce n'est plus mon problème, » répondis-je, même si une partie de moi s'inquiétait encore. « Élise dit que tu es parti sans laisser de documentation sur les processus de production, » poursuivit Pierre. « Elle affirme à la direction que tu as saboté le transfert de responsabilité. » Je me redressai. « C'est un mensonge. » »« Je sais. Mais elle est convaincante. Viviane m'a demandé s'il y avait un fond de vérité. » Le sang s'est glacé dans mes veines. Il ne s'agissait plus simplement d'un changement de carrière. Élise tentait délibérément de détruire ma réputation professionnelle. Malgré mon instinct, j'ai écrit à Viviane pour lui demander un rendez-vous. Elle accepta un café le lendemain matin. Le lieu était bondé, ce qui me sembla approprié. Un terrain neutre, public. Viviane arriva avec 10 minutes de retard. « Je vais être direct, » commençai-je. J'ai appris qu'Élise prétend que je suis parti sans fournir la documentation nécessaire. C'est faux. Tous mes fichiers sont soigneusement organisés dans le dossier commun et j'ai personnellement formé Julien avant mon départ.
Viviane hocha la tête, son visage restait impassible. Elle m'a dit que tu risquais de vouloir te défendre. Elle fit une pause. Écoute, Martin, le secteur de l'outdoor est petit. Je préférerais que ta réputation ne souffre pas à cause de cette situation désagréable. Une menace voilée, mais bien réelle. Reste silencieux, et tu éviteras les ennuis. Merci pour ton souci, répondis-je prudemment. Moi non plus, je ne voudrais pas que mon Lynx gaspille ses ressources à produire des articles impossibles à assembler. Ses yeux se plissèrent. Nous réglerons nous-mêmes nos problèmes de production. Merci. J'espère que tu continueras à faire preuve de discrétion concernant l'entreprise. À peine était-elle partie que mon téléphone vibra. Un message de Mélanie. Le contrat est prêt. Nous voulons avancer vite avec ta collection imperméable. Je regardais la silhouette de Viviane s'éloigner. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 3 jours plus tard, je reçus une lettre recommandée du service juridique de mon Lynx. Il lançait une vérification de mon historique professionnel pour potentielle violation de confidentialité. La lettre évitait soigneusement les accusations directes, mais suggérait que j'aurais pu enfreindre des règles internes. Je la montrai à Mélanie, qui la fit immédiatement suivre à l'équipe juridique d'Aigleroche. C'est une tactique classique d'intimidation, expliqua leur juriste après lecture. Ils n'ont rien. Les designs que tu développes pour nous sont originaux, et tu n'as signé aucun accord de non-concurrence. Ils essaient juste de te faire reculer. Je dois répondre ? Demandai-je. Non, on s'en occupe. Le soir même, l'avocat d'Aigleroche envoya une réponse brève mais percutante à mon Lynx. Nous possédons une documentation complète des designs de M. Grégoire que votre entreprise a rejetés avec les dates précises de dépôt et de refus. Nous serions ravis de les comparer à vos développements actuels, devant un tribunal. 2 jours plus tard, plus aucun mot de mon Lynx. Puis Pierre rappela. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il. Élise est sortie d'une réunion confidentielle avec les avocats, blanche comme un linge. Je ne répondis rien. « Prends soin de toi, » dit-il. Elle ne lâchera pas l'affaire. 2 jours après, Thomas m'invita à déjeuner. On se retrouva dans un petit resto de burgers du centre-ville, loin des bureaux de nos entreprises respectives. « Tu dois voir ça », dit-il en me tendant une tablette. À l'écran, un document marketing interne de Montlynx concernant leur collection d'automne. Thomas l'avait obtenu on ne sait comment. Je feuilletais et je me figeais. Les maquettes, c'étaient mes designs, ceux qu'Élise avait rejetés 6 mois plus tôt, désormais renommés série Élévation. Et dans la case designer principal, Julien. Il prévoit le lancement en septembre, murmura Thomas. Campagne marketing complète. Les matériaux sont déjà commandés. Un choc, comme un coup de poing dans la poitrine. Elle a rejeté ses projets en sachant qu'elle les réutiliserait. Elle ne voulait simplement pas que mon nom y soit associé. Thomas acquiesça. On dirait bien, mais ce n'est pas tout. Il reprit la tablette et ouvrit un autre document. Aigleroche veut accélérer la production. Mélanie a convaincu la direction d'avancer les délais. Tes designs pourraient être sur le marché dès août. Je me laissai tomber contre le dossier, digérant l'information. 1 mois avant mon Lynx ? Exactement. Et avec ton nom, officiellement crédité. Thomas me regarda droit dans les yeux. Mais tu dois décider maintenant. Une fois la production lancée, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'hésitais pas. On fonce. Le soir même, j'appelai Mélanie pour confirmer officiellement ma décision d'accepter l'accélération des délais chez Aigleroche. Le contrat incluait quelque chose que mon Lynx ne m'avait jamais offert. Des royalties sur chaque unité vendue de mes créations, ainsi qu'un contrôle créatif total sur les spécifications finales du produit. On appellera ça la série Sommet, m'expliqua Mélanie. Et on veut que ton nom apparaisse dans la communication. 2 jours plus tard,
je signai tous les documents au siège d'Aigles-Roches et je remis le dossier complet. Pas seulement des concepts, mais des spécifications techniques détaillées, des exigences matériaux et des instructions de production. De retour chez moi, un email m'attendait. Il venait d'Élise. « Martin, j'espère que tu vas bien. J'ai revu certains de nos projets à venir et je me disais qu'un rôle de consultant pourrait t'intéresser. On pourrait en discuter ?» Je supprimai le message sans répondre. La semaine suivante, je visitais le site de production d'Aigles-Roches avec leur équipe d'ingénierie. Aucun d'eux n'avait encore travaillé avec un système modulaire de cette complexité. Les composants devaient fonctionner indépendamment, mais encore mieux ensemble. À la fin de la visite, Diane, l'ingénieure en chef, m'emmena à l'écart. « Tes créations sont révolutionnaires, dit-elle franchement, mais extrêmement complexes à fabriquer. Si on veut vraiment être prêt pour août, j'ai besoin de toi ici tous les jours. »« Tout ce qu'il faudra, » répondis-je. Le mois suivant, je travaillais 16 heures par jour. 2 fois, je dormis sur un lit pliant dans un coin de l'atelier, alors que nous testions l'étanchéité. L'équipe de production me respecta rapidement en voyant que je comprenais leurs difficultés concrètes. Contrairement à Élise, je ne fuyais pas les réalités du terrain. À mi-parcours de la production, je reçus un nouveau message de Viviane. « Nous devons discuter de ton activité actuelle, pour le bien de ton avenir professionnel. » Encore une menace, une tentative de reprendre le contrôle sur ce qu'ils avaient eux-mêmes rejeté. Je transmis le message au service juridique d'Aigles-Roches, sans un mot, et repris mon travail. Aigles-Roches avançait à une vitesse impressionnante. En 3 semaines, nous avions des prototypes pour toute la collection. J'ai passé des journées entières dans l'atelier à affiner chaque détail, collaborant étroitement avec l'équipe de production pour que chaque spécification soit respectée à la lettre. La série Sommet comprenait 5 produits interconnectés. Un sac à dos modulaire, une veste toute saison avec éléments amovibles, des chaussures adaptatives, du matériel de camping ergonomique et des accessoires spécialisés. Chaque pièce fonctionnait seule, mais encore mieux en ensemble. C'était l'idée que j'avais toujours essayé de faire passer chez Montlinx. Mélanie m'invita à participer aux réunions marketing, ce qu'Élise ne faisait jamais, et écoutait attentivement lorsque j'expliquais quels avantages pratiques il fallait mettre en avant. « Ce ne sont pas des gadgets à la mode, » dis-je à son équipe. « Ce sont des outils, pour des gens qui dépendent de leur équipement dans des conditions extrêmes. » Fin juillet, les rumeurs ont commencé à circuler. Les distributeurs qui avaient reçu les premiers échantillons de la série Sommet étaient impressionnés. Les forums en ligne bourdonnaient de spéculations sur le virage inattendu d'Aigles-Roches. Puis j'ai reçu un appel de Pierre. « Martin, tu… » Il s'interrompit. « Laisse tomber. J'aurais pas dû appeler. »« Qu'est-ce qui se passe chez vous ?» demandai-je, bien que j'en devinais la teneur. « Viviane a vu le catalogue préliminaire d'Aigles-Roches, » dit-il à voix basse. « La série Sommet est incroyable. » Élise panique. Elle prétend que les idées nous ont été volées. Je ne dis rien. « Mais tu sais, » poursuivit-il, « on sait tous les deux que ça ne vient pas de nos projets en cours. Ce sont tes designs originaux. Ceux qu'Élise avait rejetés, pas vrai ? » Sans commentaire, répondis-je prudemment. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il. « Ton nom est clairement mentionné dans le catalogue. Créé par Martin Grégoire, ancien designer principal chez Montlinx. C'est brillant. » Le lendemain, Viviane m'appela personnellement. Je ne décrochai pas. Elle laissa un message vocal. « Martin, c'est profondément non professionnel. Il faut que nous discutions immédiatement. » À la place, je me rendis au siège d'Aigles-Roches pour la réunion finale avant le lancement. La campagne marketing était prête. Les lignes de production aussi. Dans 2 semaines, la série Sommet devait arriver dans les magasins spécialisés à travers tout le pays, 1 mois avant le lancement prévu de la série Élévation de Montlinx, étonnamment similaire. La veille du lancement, je ne parvenais pas à dormir. 7 années passées chez Montlinx, des dizaines de prototypes, des centaines de croquis.
tout menait à ce moment. Pas comme je l'avais imaginé, mais peut-être exactement comme il le fallait. À 5 heures du matin, incapable de rester au lit, je pris la voiture en direction d'un sentier en dehors de la ville, celui-là même où j'avais testé mes premières créations pour Montlinks. Le jour commençait à se lever lorsque j'atteignis la crête. L'air était frais et humide, exactement les conditions pour lesquelles mon système imperméable avait été conçu. Mon téléphone vibra. Un message de Mélanie. C'est lancé. Le site est en ligne. Première commande reçue. Je restais debout sur la crête, observant le lever du soleil, avec un mélange étrange de satisfaction et de mélancolie. Je n'avais pas voulu que tout se termine ainsi avec Montlinks. Je leur avais tout donné. Mais ils avaient choisi la vision d'Élise, l'apparence au lieu du fond. À présent, c'était au marché de trancher. Quand je revins à ma voiture, j'avais 17 appels manqués de numéros inconnus. Des journalistes spécialisés en outdoor, des blogueurs, des testeurs de matériel, tous voulaient connaître l'histoire derrière l'ovni qu'était Sommet. Et un message d'Élise. « Tu fais une énorme erreur. » Je finis par la rappeler. « Non, dis-je quand elle décrocha. C'est toi qui l'as faite. » La série Sommet est sortie le 12 août. À midi, le site d'Aigleroche avait déjà planté 2 fois à cause du trafic. Les lignes de la hotline étaient saturées d'appels de distributeurs voulant augmenter leurs commandes. J'observais tout cela depuis le bureau de Mélanie, tandis que les magazines et les experts en équipement outdoor publiaient leurs premières critiques. Révolutionnaire. Le jeu a changé. Une nouvelle référence. Mon nom apparaissait dans chaque article. 3 jours après le lancement, le magazine Altitude publia un article comparant Sommet aux images fuitées de la future série Élévation de Montlinks. Le titre était éloquent, séparé à la naissance, étrange ressemblance entre 2 collections outdoor. L'article ne formulait aucune accusation directe de plagiat, mais soulevait des questions sur la chronologie. Il y était mentionné que j'étais le créateur des 2 collections, tandis que Montlinks attribuait la paternité à Julien. Les forums s'enflammèrent. Ceux de l'industrie, qui me connaissaient par les salons professionnels, comprirent vite. Les réseaux sociaux furent envahis de photos comparatives et de débats sur la propriété intellectuelle. Viviane appela à nouveau. Cette fois, je répondis. « C'est totalement inacceptable », attaqua-t-elle d'emblée. « Tu as délibérément saboté notre entreprise. » « J'ai conçu des produits pour l'entreprise qui m'a embauché. C'était l'objectif, » répondis-je calmement. « Des produits que vous commercialisez désormais sous un autre nom. »« Nous allons devoir envisager des mesures juridiques, » menaça-t-elle. « Ça promet d'être intéressant, » dis-je. « J'ai des courriels d'Élise rejetant exactement ces designs, il y a 6 mois. À ton avis, que dira un tribunal en apprenant que vous les sortez maintenant sous un autre nom ?» Un silence. « Vous auriez dû apprécier ce que vous aviez, » ajoutai-je doucement. « Bonne chance pour votre lancement. » La semaine suivante, Montlinks annonça officiellement le report de la série Élévation pour retravail complémentaire. Les analystes comprirent immédiatement, c'était une retraite déguisée. En octobre, la série Sommet battait tous les records de vente du premier trimestre dans l'histoire d'Aigleroche. Mes royalties dépassaient déjà mon ancien salaire annuel chez Montlinks. Mélanie me promut directeur du design avec une équipe de 6 créateurs sous ma responsabilité et le contrôle créatif complet sur les 3 prochaines collections saisonnières. Thomas rejoignit mon département comme consultant technique. Montlinks, de son côté, finit par sortir une version bâclée, à peine reconnaissable. Les critiques furent tièdes. Leur action chuta de 8% au trimestre suivant. En hiver, je croisai Élise lors d'une conférence sectorielle à Lyon. Elle était seule au bar, un verre à la main, lorsque je passai à côté. « Félicitations pour le succès », dit-elle en me retenant. Sa voix était froide. Je hochai la tête,
sans répondre. « Tu aurais pu rester et te battre pour tes idées, » ajouta-t-elle. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Je pris un instant pour réfléchir. Certains endroits ne méritent pas qu'on se batte pour eux. Elle tressaillit légèrement, puis se ressaisit. « Viviane part à la retraite le mois prochain. Le conseil m'a demandé d'assurer l'intérim. » Je ressentis presque de la compassion. « Presque. »« Bonne chance, » dis-je, et je le dis avec sincérité. Le secteur a besoin d'entreprises solides. 6 mois plus tard, je reçus un colis inattendu. À l'intérieur, tous mes anciens carnets de croquis datant de Montlinks, accompagnés d'un mot manuscrit de Pierre. « Cela t'appartient. Élise est partie. Je me suis dit que tu devais le savoir. » J'ouvris l'un des carnets à la page d'un concept imaginé 3 ans auparavant, une tente modulaire pour conditions extrêmes. Je ne l'avais jamais montré à Élise. Ce soir-là, j'appelai Mélanie. « J'ai une idée pour la collection d'hiver, » dis-je. Au printemps suivant, la valeur des actions d'Aigleroche avait doublé. Montlinks annonçait une restructuration sous une nouvelle direction. Je ne suivais plus trop l'actualité. J'étais trop absorbé par mon nouveau projet. Parfois, la nuit, je repense à mes années chez Montlinks. Pas avec amertume, mais avec lucidité. Elles m'ont appris quelque chose d'important, même si ce n'était pas ce qu'elles avaient prévu. Dans cette industrie, comme dans la vie, ton travail parle pour toi, si tu lui donnes la chance. Élise a essayé d'étouffer le mien, mais ce faisant, elle l'a amplifié. La vraie revanche n'était pas de lui prouver qu'elle avait tort. C'était de trouver enfin un endroit où l'on valorisait ce que j'avais toujours su. Qu'un bon design, ce n'est pas une question de mode, c'est une réponse à des besoins réels pour des gens réels. Et ça, c'est ce qui dure le plus longtemps.